suis Andrea Jett-Fletcher, je suis la directrice de la Chambre de commerce franco-américaine de Chicago. Bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous pour cette présentation sur l'implantation aux États-Unis, conseils et stratégies pour réussir sur le marché américain. Donc, je vais commencer par une petite introduction rapide et après je vais passer la parole aux intervenants qui vont vous parler des aspects financiers, du droit des affaires et droit d'immigration. Et ma collègue de New York va conclure en parlant un petit peu du rôle des chambres de commerce et des autres ressources à votre disposition aux États-Unis pour les entreprises françaises à l'étranger. Voilà. Prochaine slide. Pardon. Voilà, j'avance un peu trop rapidement. Donc, je sais que ça paraît évident, mais je voudrais commencer quand même par parler des États-Unis en disant que c'est un pays à taille de continent qui a beaucoup de régions qui sont vraiment très distinctes et qui ont leur économie et leur culture qui leur sont propres. Donc, je sais que parfois, quand on pense à l'implantation aux US, on pense à la côte Est ou la côte Ouest, mais en réalité, il y a beaucoup de régions et selon le secteur dans lequel vous êtes spécialisé et le marché que vous ciblez, parfois, ça dépend vraiment, la région que vous allez choisir va dépendre un petit peu de ce que vous cherchez, de vos objectifs économiques et business. Voilà, donc en deuxième partie, voilà une petite cartographie, c'est assez rapide, je sais que c'est difficile à voir, mais pour vous donner une petite idée de la diversité économique des États-Unis, donc des régions se distinguent vraiment par leur économie qui leur est propre. Donc, par exemple, la région du Midwest qui est vraiment spécialisée, comme vous le savez probablement, dans l'automobile, l'agroalimentaire, la manufacture et le transport. Quand vous allez vers la côte Est, dans la région de New York, c'est la finance, les produits de luxe et la santé, etc., dans la région de Boston. Au sud, au Texas, le transport, l'énergie, etc., l'aéronautique et évidemment la côte ouest que vous connaissez bien aussi probablement pour la tech, aussi un petit peu l'agro et tout ce qui est énergie et écologie. Donc, pourquoi les États-Unis? Si vous vous intéressez aux US, c'est parce que c'est quand même une puissance économique incontournable avec un PIB de 22 milliards de dollars, le plus grand marché du monde et un écosystème économique qui est très attrayant pour l'investissement étranger. Nous sommes un leader mondial en R&D, en recherche et développement, une culture business qui encourage l'entrepreneuriat, la prise de risque et la compétition, une main-d'œuvre qualifiée avec beaucoup d'universités de renommée globale qui ont des diplômés qui sont vraiment bien qualifiés et prêts à se déplacer. Abondance de ressources naturelles, encore ça dépend des régions, mais il y en a beaucoup. Accès à diverses sources de capital pour l'innovation et la croissance. Et évidemment, il y a une amitié de longue date entre les Français et les Américains. Comme vous le savez probablement, les Américains sont très francophiles et très amateurs des produits français et du savoir-faire français. Voilà, en quelques chiffres pour mettre un petit peu le contexte. Les échanges de biens et de services entre la France et les États-Unis représentaient quand même 139 milliards de dollars. La France est le 6e partenaire commercial des US. Les US sont le 4e partenaire commercial de la France. Il y a déjà aux États-Unis une grande présence de filiales françaises, presque 5000 filiales françaises, avec beaucoup d'emplois créés aux États-Unis par les Français. Donc, vraiment une présence française qui est déjà très importante, qui est aussi une bonne ressource pour les Français qui s'intéressent aux US. Et c'est important aussi de savoir que malgré le fait qu'il y a des États qui sont plus ou moins connus en France, il y a une présence française et des investissements français dans les 50 États américains. Donc, il y a sur place beaucoup de ressources et de présence et de retours d'expérience possibles pour ceux qui sont intéressés par un investissement aux États-Unis. Voilà. Et si ça vous intéresse, tous ces chiffres viennent du service économique de l'ambassade de France aux États-Unis qui font une analyse tous les ans de la relation économique franco-américaine et ils ont des chiffres et des papiers et de la recherche qui est toujours très intéressante à regarder tous les ans. Voilà, quelques erreurs à éviter. De cibler les US juste parce que c'est le plus gros marché du monde et parce que ça fait rêver. Mais c'est quand même une approche qui demande une préparation rigoureuse et une conscience du fait que c'est un marché vraiment très hétérogène.
qu'on ne peut pas aborder les US comme un marché et qu'en fait, il faut vraiment regarder les différentes régions et approcher les US comme plusieurs marchés, comme des marchés très différents. Quelques conseils rapidement avant de vous lancer. Nous vous recommandons toujours de réaliser une étude détaillée de votre marché et votre stratégie de développement, d'évaluer le potentiel du marché pour identifier ce qu'on appelle ici the value proposition, donc la valeur ajoutée, d'analyser les prix de vos produits et les services comparés aux États-Unis où vous pouvez vous positionner et qui sont les concurrents existants déjà dans votre secteur, et d'adapter votre structure et votre offre selon ces analyses et définir un budget clair pour un investissement aux États-Unis. Identifiez aussi des partenaires adaptés pour vos produits, pour votre région et pour votre canal de distribution. N'oubliez pas, surtout, c'est dans une deuxième étape, mais n'oubliez pas aussi d'américaniser, comme on dit, vos supports de communication. N'oubliez pas que votre cible est une culture différente et que parfois l'approche est un peu différente de ce qu'on ferait en France. N'oubliez pas le système fédéral. Chaque État a sa propre réglementation et certification, ce qui complique encore un peu plus les choses. Et n'oubliez pas aussi de vous protéger. Renseignez-vous sur les risques juridiques, la propriété intellectuelle, locale, etc. Et dernière chose aussi, pour tout ce qui est recrutement aux États-Unis, la main-d'œuvre est qualifiée, mais plus chère qu'en France. Donc, ça fait partie des choses à garder en tête quand on prépare un budget pour s'implanter ici. Donc, quelques petits mots de conclusion. Préparez-vous, le marché américain le plus compétitif au monde. Il faut vraiment arriver avec une stratégie bien établie et bien définie, une étude de marché bien préparée, avoir bien réfléchi sur la région idéale pour vous selon votre secteur d'activité, et de vous entourer surtout d'experts locaux qui sont sur place, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé avec des Français qui se sont implantés ici, et aussi finalement, enfin de prévoir un budget suffisant pour l'implantation et des ressources financières pour tenir 2 à 3 ans, parce que c'est pas forcément, le succès n'est pas forcément immédiat en arrivant ici. Et bien sûr, de penser de Think American, de penser aux différences culturelles quand vous adaptez votre offre au public américain. Je voudrais dire en dernier point que les chambres de commerce, donc nous faisons partie d'un réseau mondial de chambres de commerce françaises à l'étranger. Nous sommes 17 chambres aux États-Unis et presque 130 dans le monde. Et vous avez probablement participé à des présentations d'autres collègues aujourd'hui et demain. Et nous sommes là pour vous aider. Et les membres de ces chambres sont des experts dans leur secteur d'activité et qui sont là soit pour vous accompagner, soit pour vous donner des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Quelle que soit la région que vous choisissez, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous sommes là pour vous donner des ressources et pour vous aider. Donc voilà, je vais maintenant arrêter de partager mon écran et passer la parole à Anne Pansard qui va prendre le relais pour parler de l'aspect business law. Merci. Anne. Merci Andrea. Donc je vais partager mon écran si j'y arrive. Voilà. C'est bien celle-là. Here we go. Bienvenue aux États-Unis. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez un projet. Et je vais vous parler pour les États-Unis et je vais vous parler en quelques minutes les grandes différences qu'il faudrait que vous ayez en tête entre les systèmes notamment juridiques et judiciaires américains. Je pense que beaucoup d'erreurs de sociétés européennes consistent à croire que les choses se passent de la même façon dans nos pays respectifs. Et bon, pour vous dire 2 mots sur moi, si je peux me permettre, je suis ici depuis 18 ans. Je suis franco-américaine, d'origine de lilloise. J'ai commencé pendant une dizaine d'années à travailler dans des gros cabinets à Chicago et à New York pour ensuite rejoindre une société américaine de sorgho, de production de semences. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai ce champ ici où j'ai travaillé en tant que directeur juridique pendant 4 ans, ce qui m'a donné une perspective au sein d'une société entièrement américaine, travailler avec la production, les chercheurs, la finance et tous les aspects acquisition, contrat et propriété intellectuelle notamment.
Donc, sans plus tarder, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, après que cette société ait été vendue, je me suis lancée dans le conseil des sociétés qui, comme vous, s'intéressent soit à l'export, soit à l'installation aux États-Unis. Et sachant que, ayant une expérience en France, j'avais été formée en tant qu'avocate en France et aux États-Unis, beaucoup de mon travail consiste à comparer les systèmes et à les expliquer à mes clients parce que ça leur permet d'éviter des erreurs en pensant que les choses sont similaires. Alors, on n'a pas énormément de temps aujourd'hui. J'essaye de passer, voilà. J'ai choisi, en gros, de dire, voilà, réussir aux États-Unis, bien comprendre certaines différences clés pour mieux gérer vos risques. Alors, il y a énormément d'outils de gestion du risque qui sont très importants, notamment l'assurance. Il faut que vous ayez un courtier qui connaisse bien le marché. Je ne vais pas parler de creuser là-dessus. Parler à un courtier plutôt américain, si possible, parce que vous devez vraiment avoir un programme d'assurance très solide. Il y a beaucoup d'autres outils, mais là, on va parler vraiment des différences entre le système judiciaire, qui sont, c'est-à-dire tout ce qui est procès, parce qu'on a souvent une image assez vague. En fait, quand on s'installe aux États-Unis, on sait que le contentieux aux États-Unis est particulièrement cher, ce qui est vrai en partie, justement, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et quand on sait pourquoi, on peut justement éviter certains aspects négatifs du système américain. Et donc, éviter de se retrouver en contentieux. Et voilà. Et donc, en fait, en tant que… Donc, je vais commencer déjà pour vous dire un petit peu quelques différences clés sur le contentieux aux États-Unis. Et après, donc ça va plutôt être des mauvaises nouvelles. Et ensuite, on va parler du fait qu'aux États-Unis, on est dans un système beaucoup plus libéral en droit des affaires, hein, parce que c'est une banalité de dire que le droit reflète une culture, mais c'est vrai. Donc, ne pensez pas que les systèmes sont si similaires. On est, comme le disait Andrea, on est dans un système qui encourage l'entrepreneuriat. Et donc, au niveau des affaires, je dirais qu'on est beaucoup plus en charge en tant qu'Américain ou en tant qu'opérateur aux États-Unis de limiter sa responsabilité, et on a beaucoup plus la liberté de le faire qu'en France. On verra où le législateur a tendance d'imposer un cadre beaucoup plus strict. Donc ici, donc les mauvaises nouvelles d'abord, c'est que le contentieux est souvent plus cher. Ça ne veut pas dire qu'il arrive plus souvent, par contre, mais on passe sa vie à essayer de minimiser les risques. Et là, je vais vous dire 2-3 différences qui devraient vous permettre de comprendre le comportement que vous devriez avoir quand vous opérez ici. Notamment, une des différences qui est parfois peu connue des Européens, c'est qu'on a un système en cas de litige aux États-Unis qui est très particulier dans le sens où, autant en France, vous n'avez aucune enquête en matière commerciale. Alors, je parle essentiellement, on parle de droit des affaires. Vous n'avez pas vraiment d'enquête préliminaire en cas de contentieux en France. Aux États-Unis, quand quelqu'un vous menace de vous poursuivre, vous recevez une lettre qui s'appelle une litigation hold, qui en gros dit vous êtes mis en demeure qu'on va peut-être vous poursuivre, et donc il faut que vous arrêtiez, on vous ordonne d'arrêter de détruire tout document qui pourrait être pertinent à telle affaire, donc à notre dispute, comme on dit ici, et même des documents internes. Donc, une surprise pour les clients européens qui se retrouvent en contentieux, c'est qu'ils se retrouvent à avoir des demandes de production de documents, d'emails, même de textes, de textos, de SMS, de mémos internes, sachant que tous ces documents, s'ils sont demandés par la partie adverse, devront être communiqués. Alors ça, c'est très important pour vous de le savoir tout de suite en tête, parce que je dis souvent à mes clients de m'appeler plutôt que de me poser des questions particulières dans leurs emails, parce que même s'il y a le privilège attorney-client privilege entre nous, c'est toujours plus compliqué, et même en interne, dans vos équipes aujourd'hui, si vous avez des admissions de culpabilité, ça arrive souvent. Par exemple, j'ai une entreprise qui regardait si leur brevet français posait des problèmes aux États-Unis. L'équipe interne de chercheurs communiquait sur un brevet en particulier qui était problématique, un brevet américain. C'était très dangereux parce que si après vous avez une poursuite et que ces communications sont révélées,
ils pourront prouver, l'Américain, que vous avez l'intention, en fait, vous avez délibérément enfreint leur brevet. Et là, c'est juste un exemple pour vous dire qu'il faut faire attention à ce que vous écrivez. Voilà, tout ce que vous écrivez peut être retenu contre vous. Alors, j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais c'est important, donc privilégiez l'oral. Une autre chose à savoir en matière dans vos affaires, c'est que contrairement au droit français qui, en gros, vous limite en termes de responsabilité aux dommages directs et aux dommages compensatoires, ce qui est possible aux États-Unis, c'est d'être condamné à des dommages punitifs, ce qui arrive d'ailleurs parfois à la suite de discovery où on admet une volonté d'enfreindre une loi voilà, et aussi des dommages indirects. Alors je sais pas si je vois des images. Voilà, et le dommage indirect. Si vous avez déjà eu des affaires avec les États-Unis, vous en avez entendu parler, on les appelle ici les consequential damages, et ce sont tous ces dommages qui, donc, en France, il faut prouver une cause directe entre un dommage et le fait générateur. Donc, avoir, par exemple, rompu un contrat. Ici, ça va beaucoup plus loin, donc vous pouvez vous trouver notamment les pertes de profit et des choses comme ça condamnées à ces dommages indirects. Voilà. Une autre chose, enfin, pour terminer, parce qu'il y a énormément d'autres différences, c'est l'existence des jurys populaires. En France, on ne les connaît pratiquement qu'en cour d'assises, il me semble, en droit pénal. Ici, souvenez-vous que c'est un droit constitutionnel, finalement. Donc, dans la mesure, je ne dis pas que c'est inévitable, justement, on va parler de ça dans un instant, où vous pouvez éviter, en tant que société étrangère, de vous retrouver devant un jury dans le fin fond du Texas qui, certains, et je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais n'ont pas n'adorent pas en gros parfois les étrangers, ça arrive. Éviter donc, on va voir, les jurys populaires. Donc, heureusement, je vous ai parlé que du négatif. La plupart des aspects négatifs sont évitables. Voilà. Et comment? Notamment, si vous avez une approche dans vos affaires aux États-Unis, en ayant bien conscience du fait qu'il faut négocier vos contrats avec énormément de rigueur et en sachant que les systèmes juridiques, les concepts, vous ne pouvez pas juste traduire vos contrats, sont différents. Mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un système libéral, autant en France, je dirais qu'on a un législateur qui est plus interventionniste, plus protecteur, qui décide souvent qu'il y a une partie faible, même en droit des affaires, on va en parler dans un instant, et qu'il donc faut protéger une partie faible. Aux États-Unis, il y a bien sûr des régimes obligatoires pour protéger notamment les consommateurs, mais même ceux-ci sont plus flexibles et en B2B, c'est vraiment de la responsabilité des parties de négocier des contrats et d'allouer la responsabilité. Et une erreur qui est faite souvent avec les Français, c'est de penser qu'il y a une protection automatique qu'ils avaient en France. Donc des choses qui ne leur paraissent pas justes, ils sont surpris, mais ne sont pas prévues par défaut, par la loi. Donc voilà, donc il vous revient donc de négocier correctement. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que comme en France, quand vous avez un litige avec un partenaire commercial, à 95% même plus du temps, vous allez trouver un arrangement puisque tout le monde veut essayer de continuer de faire du business ensemble. C'est la même chose ici, sauf que le réflexe ici, même s'il y a un conflit qui ne va pas forcément dégénérer, c'est qu'on sort le contrat, sachant qu'il est très précis et qui normalement il va traiter du problème en question et qu'on sait tout de suite si on a un bon argument pour négocier. Donc le conseil, c'est pour vous mettre dans une situation de force, ayez des contrats qui prévoient plus de choses qu'en France pour être dans une position de force pour négocier. Alors, j'ai pas envie de creuser, de prendre trop de temps parce qu'on est nombreux à intervenir aujourd'hui, mais si vous voulez que je vous envoie les slides, j'ai fait une récapitulation, en fait, un récapitulatif, pardon, pour vous montrer le contraste entre la France et les États-Unis à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y a un rôle important des lois en France, même en matière contractuelle. Ici, liberté contractuelle prévaut. Et donc, pour passer à la fin, donc en France, les contrats commerciaux sont souvent plus courts, alors qu'ici, les contrats commerciaux sont souvent plus longs, plus détaillés. Donc, je vous donne une petite illustration, alors, je vais regarder le temps, hein, une petite illustration qui me paraît assez parlante
c'est le bail commercial, parce que même si ce n'est pas ce que vous allez entreprendre tout de suite, si vous venez faire des affaires aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui montre bien que même entre professionnels aux États-Unis, la situation est bien différente d'en France. En France, en 2 mots, vous avez l'habitude, si vous avez déjà loué des locaux, d'avoir un droit à une limite des augmentations de loyer, à un renouvellement du bail, à une résiliation triennale. Rien de tout ça aux États-Unis. Si vous voulez, vous êtes sur un pied d'égalité. Si vous êtes locataire et que vous voulez ces choses-là, il faut que vous les négociez. Donc, morale de l'histoire, négocier. Voilà, donc quelques petits conseils pratiques, on pourrait en parler des heures, pour mieux négocier vos contrats aux États-Unis. Première chose, ne présumez pas de la similitude des clauses quand vous parlez de contrat, si vous parlez avec votre avocat, et des concepts contractuels. Les problématiques sont les mêmes. Par exemple, le risque d'impayé, je vais en parler dans une seconde, existe des deux côtés de l'Atlantique, bien sûr. La façon de traiter ces risques au niveau contractuel est très différente. Et ça, c'est juste un exemple. En France, on met toujours des clauses de réserve de propriété. Si vous envoyez de l'équipement, vous dites dans votre contrat que je garde la propriété du bien tant que vous ne m'avez pas entièrement payé. Alors, vous pouvez mettre ça dans vos contrats parce que je vous ai dit la liberté contractuelle. Le problème, c'est qu'une fois que vos biens sont arrivés aux États-Unis, c'est la loi donc de l'État, en fait, on en a parlé tout à l'heure avec Andrea, de l'État, le droit de la vente de l'État qui va s'appliquer. Et les 50 États, aucun des États américains, peut-être la Louisiane parce qu'elle s'inspire de la France, ne reconnaît cette fameuse clause de réserve de propriété. Donc, il y a un autre mécanisme qu'il faut que vous incluiez dans le contrat qui consiste à vous donner le droit en tant que vendeur de déposer un gage comme une hypothèque en droit immobilier sur les biens. Si vous n'incluez pas le wording, le langage qu'il faut, vous n'aurez aucune possibilité de récupérer vos biens. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un gage. Dans ce cas-là, si quelqu'un ne paye pas, vous déclenchez cette clause et vous avez le shérif qui ira, l'équivalent de l'huissier, chercher, saisir les biens chez le vendeur, l'acheteur qui n'a pas payé. Une autre chose très importante à retenir, c'est que vous avez la possibilité, et là je parle de droit de la vente en particulier, d'écarter les règles qui sont applicables par défaut. Là, la photo, c'est Uniform Commercial Code. C'est le code de droit de la vente au niveau fédéral qui a été adopté avec des variations dans tous les États. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le droit de la vente de biens est par défaut favorable à votre client, à l'acheteur, mais que pratiquement toutes les clauses, moins quand vous vendez à des consommateurs, mais quand même, sont modifiables. Donc, il vous faut absolument les connaître et dans vos conditions de vente ou dans vos contrats, les modifier, les écarter ou les modifier. Ensuite, et Andrea, let me know if I only have 5 minutes or 2 minutes. Il faut que vous exprimiez, voilà, il faut que vous exprimiez tout ce qui est important pour vous dans le contrat. Donc là, c'est l'exemple d'une société de montgolfière qui n'avait pas interdit à son distributeur de déposer sa marque. Et encore une fois, ça peut paraître évident, mais si vous passez un contrat avec un distributeur, il faut précisément que vous leur interdisiez notamment de déposer vos marques. Et pareil, si vous avez un contrat avec un distributeur, il faut que vous définissiez très bien votre exclusivité parce qu'on est dans un pays énorme et ça peut paraître évident, mais il arrive souvent qu'on ait besoin de se réserver en tant que vendeur des droits, notamment des clients existants, et ça peut être un gros problème. Enfin, limitez votre responsabilité. On a parlé tout à l'heure des dommages indirects, extrêmement important de les limiter. Et pour terminer, écarter les fameux jurys populaires. Envisager médiation et arbitrage que vous connaissez sûrement en France. Voilà, je veux donner la main bien sûr à Louis. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, mais je vous remercie beaucoup. Merci Anne. Louis, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Oui, ça ira mieux là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Oui, je disais merci Anne et je m'excuse d'être en retard. J'ai eu des problèmes technique et j'ai fait une mise à jour de Zoom qui m'a tout mis en l'air. Mais
on est là, c'est le plus important. Donc, je voulais, le point sur lequel je veux parler, c'est si vous êtes intéressé d'avoir une activité aux États-Unis, il y a 3 façons de le faire. La première façon, qui est la plus facile. Je vais commencer par qu'est-ce qui est le plus facile, le moins coûteux, à ce qui est le plus compliqué et le plus coûteux. Et pour chacune, je vous donnerai un petit peu sur la base de mon expérience les plus et les moins, les avantages et les inconvénients. Donc, le plus simple en général, la première étape, c'est de passer un accord avec un distributeur américain qui va distribuer vos produits. Les avantages, c'est facile, c'est simple, c'est pas cher et c'est en général une bonne façon de tester le marché américain pour voir si vos produits plaisent véritablement aux consommateurs américains. L'inconvénient, c'est que vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez pas de contrôle sur le marketing, vous n'avez pas de contrôle sur la relation avec les clients. Et en plus de ça, non seulement vous n'avez aucun contrôle, mais en plus de ça, votre produit n'est pas forcément la priorité de ce distributeur. En général, ils vont avoir plusieurs produits à vendre. Donc, vous allez être limité à quel niveau de succès vous pouvez avoir de façon générale sur la base de mon expérience si vous avez un accord avec un distributeur et que votre activité aux États-Unis passe par un distributeur. Mais ça peut être une bonne façon de commencer et de tester le marché. La deuxième façon, c'est de créer votre filiale américaine, ex nihilo. C'est très, très facile aux États-Unis de créer une entreprise. Un bon avocat peut vous faire ça littéralement en un jour ou deux. C'est pas très cher, c'est pas du tout comme en France. L'inconvénient, c'est que la courbe d'apprentissage est longue. Comme Anne vient de l'expliquer, tout est différent. Les lois sont différentes, la fiscalité est différente, les habitudes, les mentalités. Donc, la réaction des clients est différente. Donc, la courbe d'apprentissage est longue. Donc, non seulement elle est longue, mais elle est coûteuse. Personnellement, je suis aux États-Unis depuis 1984, donc j'ai vu des entreprises françaises et étrangères s'installer aux États-Unis. Je peux dire que j'en ai vu des centaines. C'est extrêmement rare de voir une entreprise qui crée une filiale ex nihilo aux États-Unis et qui gagne de l'argent tout de suite. En général, ça prend, pour une entreprise qui va relativement bien marcher, ça va prendre entre 3 et 5 ans. Donc c'est long, c'est coûteux, et là, il faut savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à investir. Quelles sont les sommes que vous êtes prêts à perdre aux États-Unis au départ? Et ça, c'est important de le décider dès le départ, parce que j'ai vu des entreprises qui créent une filiale aux États-Unis et qui n'arrivaient pas à prendre une décision, à savoir quand est-ce qu'on arrête, et ça peut coûter très cher, et ça peut même mettre en péril l'entreprise française si on va trop de l'avant. Alors, l'avantage de créer son entreprise, c'est relativement facile à faire aux États-Unis. Ça coûte, évidemment, ça va coûter un peu plus cher que de passer par un distributeur, mais ça reste relativement raisonnable, mais vous allez devoir avoir un investissement dès le départ. C'est la courbe d'apprentissage et également de trouver les bonnes personnes. Vous arrivez aux États-Unis, vous connaissez de personnes, de trouver les bonnes personnes pour gérer votre entreprise, des personnes de confiance, des personnes qui comprennent l'entreprise française, le produit français, qui vont être capables de faire le lien, ce n'est pas facile. Et donc, la troisième solution, et celle qu'on voit de plus en plus, c'est d'acquérir une entreprise américaine existante. Alors, évidemment, celle-là, c'est la plus coûteuse, c'est la plus complexe. En général, c'est celle qui peut rapporter le plus. Donc, c'est toujours pareil. Le retour sur l'investissement dépend de ce qu'on est prêt à investir. Mais c'est certainement la plus risquée. C'est-à-dire, lorsque ça ne marche pas, c'est celle qui coûtera le plus. Mais c'est celle qui vous permettra de brûler les étapes. Alors, par rapport à ces trois façons d'investir aux États-Unis, moi, sur la base de mon expérience, j'ai plusieurs conseils que je donnerais à toute personne qui est intéressée d'investir aux États-Unis. La première chose, ce n'est pas parce que vous avez réussi en France ou réussi en Europe que les clés de votre succès marcheront aux États-Unis également. Anne l'a très bien présenté, c'est vraiment très, très, très différent. Donc, il est très important que vous vous entouriez de conseils et de conseils compétents. Et moi, je dirais au minimum, c'est d'avoir un bon avocat et au minimum, c'est d'avoir un bon comptable. C'est vraiment les deux minimums. C'est des gens qui vous permettront un petit peu d'apprendre le marché américain, qui vous permettront d'éviter de faire des grosses erreurs que l'on voit des étrangers investir aux États-Unis faire sans arrêt
et parce qu'ils sont venus, je sais comment ça marche en France, j'ai déjà réussi, je vais faire la même chose aux États-Unis, vous allez voir ce que vous allez voir et ça va marcher. C'est très, très rarement le cas. La deuxième chose, si dans le cas où vous créez votre filiale américaine ex nihilo, ou dans le cas où vous décidez d'acquérir une entreprise américaine, ne laissez pas le management local purement aux Américains. Pas que les Américains ne sont pas capables ou qu'ils ne sont pas compétents ou qu'il y a un problème particulier, mais ils ne comprendront pas votre entreprise française et votre culture, et vous ne les comprendrez pas non plus. Donc, il y aura un problème de communication qui créera d'énormes problèmes. Et ce que je recommande en particulier dans ce cas-là, c'est d'envoyer une personne de l'entreprise française, un Français, aux États-Unis, de travailler avec les Américains, d'intégrer l'équipe américaine. Moi, ce que j'aime bien, ce que je recommande en général, c'est d'avoir le numéro 1 qui est un Américain, parce qu'il comprendra bien le marché, il comprendra bien les habitudes, c'est son pays, etc. Donc ça, c'est important. Mais d'avoir un numéro 2, en général, par exemple, le directeur financier qui est de la boîte, qui vient de la France, qui est là, qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui est l'homme de confiance, qui peut expliquer les problèmes parce qu'il les comprendra étant sur place et qui peut être le lien, c'est important. Donc ça, c'est les conseils que je donnerais si vous êtes prêt à investir aux États-Unis. Et la dernière chose, assurez-vous que votre produit offre quelque chose, offre un plus au marché. Ça peut être un plus technique, ça peut être un plus de design, il peut y avoir différentes façons, mais assurez-vous que votre produit offre quelque chose de plus qui n'existe pas sur le marché. Si vous arrivez et que votre produit existe déjà et que vous avez une concurrence venant de l'étranger n'ayant aucun avantage, c'est pratiquement impossible de réussir. Donc voilà un petit peu ce que je vous recommanderais si vous êtes intéressé d'investir aux États-Unis et les différentes façons de le faire. Merci Louis. Je pense qu'on va passer à Sophie maintenant. Oui, bonjour. Je m'appelle Sophie Raven, je suis également franco-américaine. Je suis avocate en droit d'immigration, ça fait 15 ans que j'exerce. Et donc, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais commencer par présenter les visas les plus souvent utilisés par les petites et moyennes entreprises et par la suite parler un petit peu plus en détail des contraintes imposées par le gouvernement américain à cause de la crise sanitaire actuelle concernant la délivrance des visas américains et la possibilité de venir aux États-Unis. Donc, pour commencer, je voulais souligner que chaque catégorie, il y a beaucoup de catégories de visas américains et chaque catégorie de visa a des critères d'éligibilité différents. Il y a 3 visas utilisés le plus souvent par les sociétés françaises qui cherchent à s'installer aux États-Unis. Les L1, les visas L1 qui sont des visas de transfert, donc intra-société. En fait, il faut que la personne concernée ait travaillé pour la maison mère, la filiale ou la succursale à l'étranger, pas forcément en France, pour une année complète avant de faire la demande pour un visa L1. Ce visa est valable 3 ans et est renouvelable pour 2 périodes de 2 ans, donc pour 7 ans au total si c'est pour un poste à responsabilité. Si c'est pour un travailleur qui fait ce qu'on appelle specialized knowledge, donc qui connaît en profondeur certains aspects des produits de la société, c'est un visa valable 3 ans, renouvelable pour une période de 2 ans. La seule exception, c'est si c'est une nouvelle société qui cherche à s'implanter aux États-Unis. Ça s'appelle un new FSL et ce n'est valable qu'1 an et après, c'est renouvelable en période de 2 ans. L'autre catégorie utilisée souvent par les sociétés françaises qui cherchent à s'implanter aux États-Unis, c'est la catégorie de visa E2. C'est une catégorie de visa investisseur. C'est basé sur un traité commercial actuellement en vigueur entre la France et les États-Unis.
La personne qui cherche à venir aux États-Unis n'a pas besoin d'être investisseur, mais elle doit avoir soit un poste à responsabilité, soit être ce qu'on appelle un essential worker, donc un technicien, par exemple, qui a des capacités particulières pour des produits particuliers propres à la société. Les visas E2 antérieurement étaient valables 5 ans, donc 60 mois. À cause d'un désagrément entre Trump et Macron, ça a été écourté à 25 mois. Mais le nouveau ministère des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, est francophone et francophile, donc beaucoup de personnes pensent que bientôt il va remettre la validité à 60 mois, une fois que les contraintes de voyage ne sont plus là. Voilà. Par rapport à un E2, ce qui est important à souligner, c'est qu'il faut faire une étude de marché américain et il faut aussi pouvoir démontrer comment la société va générer un profit sous 5 ans d'opération. Et également démontrer comment la société cherche à se démarquer de ses concurrents sur le marché américain. Et la troisième catégorie, c'est les visas de stagiaires, mais ça c'est pour les jeunes qui cherchent à obtenir une formation aux États-Unis. Donc, il y a 2 catégories de J1 très rapidement. Un est valable 12 mois pour quelqu'un qui est diplômé avec l'équivalent d'un 3e cycle ou d'un bachelor's depuis moins d'un an. Et l'autre est valable 18 mois pour un stagiaire qui est déjà diplômé et a au moins 5 ans de formation professionnelle. Malheureusement, le J1 n'est pas renouvelable. Donc, ça, c'est la présentation des visas. Oui, j'aimerais aussi ajouter pour le E2, la plus grosse erreur commise par les sociétés françaises, c'est de soumettre un dossier E2 trop tôt. Il faut vraiment avoir lancé la société et être soit sur le point d'ouvrir ses portes, soit avoir bien avancé dans l'implantation de la société aux États-Unis avant de soumettre le dossier. Donc, malgré cette présentation de visa, à cause de la crise sanitaire, il existe actuellement beaucoup d'obstacles pour que les investisseurs et les personnes, les travailleurs souhaitent venir aux États-Unis. Donc, pour commencer, il y avait une proclamation présidentielle mise en vigueur en mars dernier par l'administration Trump qui empêchait le voyage direct de la zone Schengen aux États-Unis pour tous ceux qui avaient passé au moins 14 jours dans la zone Schengen. Malheureusement, l'administration Biden a étendu cette proclamation présidentielle. Donc, les Français ont 2 solutions. Et j'aimerais souligner que c'est la même situation si la personne est en France et a un visa américain valable ou si la personne a un ESTA ou pas d'ESTA. La situation est la même. Donc, il faut soit soumettre une demande pour un NIE qui est une espèce de dérogation à la proclamation présidentielle. NIE, c'est National Interest Exception à la proclamation présidentielle. La mauvaise nouvelle, c'est que, et donc cette demande se fait directement auprès de l'ambassade américaine à Paris. La mauvaise nouvelle est que depuis la semaine dernière, l'ambassade américaine à Paris a annoncé que les NIE ne seraient accordés que si la personne concernée pouvait démontrer que son activité va affecter l'infrastructure américaine.
Donc, l'infrastructure tant sur le point de construction, sanitaire, informatique, communication chimique, militaire, financier, alimentaire. Donc, c'est toute la gamme de secteurs. Mais il faut vraiment démontrer que c'est critical infrastructure. Inutile de vous dire que ce seuil est très difficile à franchir et que l'ambassade américaine à Paris a aussi pris la position que si elle détermine que la personne ne peut pas n'est pas éligible pour un NIE, le visa ne sera pas accordé, même si la personne démontre qu'elle est éligible à un visa. Donc, pour tout Français affecté qui souhaite venir aux États-Unis, par exemple, pour assister à des réunions clients, pour une courte durée, ces personnes-là ont deux options actuellement. Soit passer 15 jours complets en dehors de la zone Schengen. La plupart des Français ont tendance à aller en Serbie, Croatie, Turquie, Caraïbes et Mexique. Mais c'est n'importe où en dehors de la zone Schengen. Il faut compléter 15 jours complets en dehors de la France, en dehors de la zone Schengen, avant d'acheter son billet pour les États-Unis et avoir un ESTA valable, et par la suite, la personne sera autorisée à être admise aux États-Unis. Il y a aussi une nouvelle règle qui dit qu'il faut un test PCR négatif. Faut avoir fait faire le test 72 heures avant le départ pour les États-Unis. Sans ça, la compagnie aérienne ne vous laissera pas embarquer pour votre voyage aux États-Unis. Il faut montrer les tests négatifs les résultats négatifs de ce test PCR. Donc, si vous avez des employés aux États-Unis, des employés français qui ont déjà des visas valables, il y a une possibilité d'étendre leur visa au sein des États-Unis sans avoir besoin de voyager. Si ces personnes veulent impérativement voyager, il faudrait vraiment éviter la zone Schengen, le Brésil, le Royaume-Uni, la Chine, l'Irlande. Si vous voulez éviter de devoir passer 15 jours en dehors de la zone Schengen, parce que honnêtement, les demandes de NIE sont très rarement accordées actuellement. Il y a un aéroport, mais je veux vraiment souligner que cette situation reste très fluide. Il y a un aéroport actuellement qui traite les demandes de NIE, c'est l'aéroport d'Atlanta, mais il faut prouver que faut donner un itinéraire de voyage qui montre que vous atterrissez à Atlanta et que vous souhaitez faire des affaires à Atlanta, et après, vous pouvez toujours avoir une correspondance à un autre endroit des États-Unis. Sans ça, tous les autres aéroports soit refusent maintenant de traiter des NIE, soit ont besoin de voir que la demande a déjà été faite auprès de l'ambassade américaine à Paris pour après voir s'ils veulent bien traiter votre demande. Donc, pour conclure, il faudrait, si vous avez des projets d'investissement actuels et si vous ne pensez pas que vous allez pouvoir contribuer à ce qu'ils appellent critical infrastructure, vous pouvez très bien commencer à construire votre dossier, mais je ne vous conseillerais pas de soumettre votre demande à l'ambassade américaine à Paris afin d'éviter un refus de votre dossier. Ou simplement d'attendre plusieurs mois jusqu'à ce que plus de la population sera vaccinée, ce qui mènera peut-être à l'ambassade, aux autorités américaines de changer de politique. Voilà. Oui, aussi une autre chose, c'est il y a des exceptions à la proclamation présidentielle que je viens de détailler. Ça ne concerne pas les Américains, leurs époux et leurs enfants mineurs, ni ceux qui ont des cartes vertes, leurs époux et leurs enfants mineurs.
toutes les autres personnes sont affectées. Si vous avez des étudiants qui veulent poursuivre des études aux États-Unis, ce type de demande est toujours traité et un IE automatique est attaché à cette demande de visa. C'est à peu près la seule bonne nouvelle que nous avons actuellement, étant donné la situation concernant la délivrance des visas actuellement. Voilà, je crois que j'ai tout. Voilà, c'est tout. Merci, Sophie. Je vais maintenant prendre la parole. Je vais juste changer de présentateur. OK. Donc, je m'appelle Caitlin Heath. Je suis la directrice adjointe de la Chambre de commerce New York. Je travaille sur les événements et la communication. Donc, je vais rapidement résumer notre empreinte sur le sol américain. Comme vous voyez dans ce slide, nous avons 18 chapitres à travers les États-Unis et on couvre vraiment tout le territoire du côté ouest, centre, sud et la région est. Rapidement, quelques forces. Ce sera nos services aux entreprises pour répondre à ce que Andrea a déjà dit au début de ce programme. Nous proposons selon les chapitres. Chaque chapitre définit ses services en fonction de ses capacités et ses expertises. Portage salarial, c'est un de nos offres. Domiciliation, donc vous pouvez avoir une adresse physique où nous pouvons recevoir votre mail et scanner votre mail pour vous. Nous pouvons aussi réaliser une étude de marché et proposer des missions commerciales. Auparavant, ces missions commerciales étaient physiques où nous avons la capacité d'accueillir des participants sur place, qui était un vrai atout en plus pour découvrir l'écosystème business dans la ville respective. Malheureusement, avec le COVID, ce n'est plus possible, mais nous proposons une solution digitale que je vais élaborer dans le prochain slide. Aussi, je souligne notre offre de parrainage de visa. Comme Sophie a dit, malheureusement, la catégorie J1 est suspendue. Nous travaillons principalement dans cette catégorie. Nous ne s'occupons pas du tout des visas H1, I2, etc. On est accrédité par le département d'État américain et on est l'interlocuteur privilégié entre l'entreprise hôte sur le territoire, le candidat qui va effectuer son stage ou sa formation aux États-Unis et le département d'État. Donc, nous proposons aussi selon les chapitres des job boards où nous listons des postes à pourvoir. Ça peut être des postes de bénévolat, ça peut être en CDD, CDI, temps partiel ou temps plein. Et nous proposons aussi souvent des ateliers de communication interculturelle qui sont très recherchés et appréciés par notre audience, surtout les jeunes professionnels. Je voulais aussi noter et souligner que le 20 mars, donc dans quelques semaines, nous sommes partenaires avec l'ambassade de France aux États-Unis et le Forum de l'emploi. Donc, ça, c'est une opportunité pour les employeurs américains à trouver des candidats très qualifiés qui sont dans leur programme Bac+4, qui sont bilingues et qui souhaitent travailler dans une entreprise internationale. Et finalement, comme vous voyez aujourd'hui, nous proposons souvent des échanges privilégiés et inspirants. Nous avons des forums numériques, des webinaires, des tables rondes et plein d'opportunités networking. Juste un aperçu de notre plateforme à New York qui s'appelle Career Connect si vous êtes intéressé. Et pour élaborer sur la mission commerciale aux États-Unis, nous sommes depuis peu accrédités par Business France. Vous avez peut-être entendu parler de Chèque Relance Export, le programme lancé par le gouvernement français. Et vous pouvez avoir droit à un remboursement à la hauteur de 50% de vos frais de participation, qui est cumulable dans certains cas avec des aides régionales. Des services qui sont éligibles sont des services de prospection à l'export, type prospection collective ou individuelle, audit et diagnostic de l'export. Vous pouvez visiter notre site pour connaître les chapitres qui participent à ce programme et les dates des programmes. Pour nous, à New York, en collaboration avec Miami, nous proposons du 12 au 23 avril un programme qui est axé autour du secteur luxe, mode et beauté. Et qu'est-ce qui nous rend unique à la Chambre de commerce franco-américaine, soit à Chicago, New York ou nos autres partenaires à travers le pays? Nous sommes un réseau très varié. Nos membres comprennent des cadres, des jeunes professionnels, des fondateurs, des entrepreneurs, des avocats, des experts en business development, vraiment
tous les profils que vous pouvez imaginer. Nous apportons une attention personnalisée qui est vraiment unique en termes de réseau. Nous prenons le temps d'écouter votre projet et vous mettre en relation avec les experts dont vous avez besoin, qui sont appropriés pour votre projet. Et finalement, vraiment une perspective américaine, comme a souligné nos experts, c'est essentiel à votre adaptation et votre réussite sur le marché. Donc, je vous invite à retrouver notre réseau sur www.nationalfacc.com. Merci beaucoup, Anna. Je pense qu'on a du temps pour des questions. Donc, j'invite tous nos experts à revenir. Oui. Merci Caitlin et merci à Anne, Louis et Sophie pour vos présentations. Nous vous invitons maintenant à poser vos questions dans le chat ou dans le Q&A. Nous surveillons les deux. J'ai mis le site des FACC US dont Caitlin a parlé dans le chat, donc vous pouvez le noter. Et c'est le site en fait qui regroupe toutes les chambres franco-américaines des US avec nos sites individuels, nos ressources et les contacts pour toutes les chambres aux États-Unis. Voilà, donc j'ai noté 2 questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en attendant. La première était quel pourcentage du budget faut-il consacrer au légal quand on prévoit une implantation aux États-Unis? Je sais qu'il y a 2 aspects. Donc, il y a l'aspect business et l'aspect aussi immigration. Donc, je vous laisse Anne et Sophie répondre. Alors, je veux bien essayer de commencer. Sophie, tu veux prendre la main? Non, vas-y. Le pourcentage du budget, écoutez, c'est un peu difficile de répondre. Je peux vous répondre un peu d'une comparaison des frais d'avocat en France et aux États-Unis, parce que le budget que vous allez avoir dépend vraiment du type d'activité que vous allez entreprendre. Si vous allez lancer, comme disait tout à l'heure Louis, si vous allez acheter une société industrielle aux États-Unis, votre budget ne sera pas le même que si vous lancez une exportation de vin aux États-Unis. Donc, en termes de pourcentage, je serais vraiment incapable de vous dire. Par contre, par expérience, je dirais que bon, les avocats, ça dépend vraiment. Moi, j'ai travaillé dans les gros cabinets et maintenant, je suis à mon compte justement pour être plus abordable pour les PME, les ETI. Mais les avocats, je dirais, sont à peu près 30% plus chers et la vie est plus chère et vous verrez que les salaires de vos salariés seront, même en fonction des villes, parfois 2 fois plus élevés. Donc, il faut que vous vous attendiez à dépenser plus en termes d'avocats de façon générale. Les frais d'avocat, je dirais, ça dépend des villes, mais ça peut aller de $300 de l'heure à $1000 de l'heure en fonction des spécialistes. Un fiscaliste dans un gros cabinet coûte à peu près 1800, 900, $1000 de l'heure. Après, c'est pour ça que parfois, il vaut mieux interroger des cabinets fiscaux, comptables qui, eux, ont des fiscalistes pour éviter de payer des frais comme ça. Mais globalement, attendez-vous à payer plus en frais d'avocat en taux horaire. Si ça peut vous… Voilà, j'espère que c'est utile. D'un point de vue d'immigration, le droit d'immigration est structuré un petit peu différemment où on pratique plutôt des tarifs forfaitaires. Donc, ce n'est pas à l'heure. Donc, j'ai commencé ma présentation en disant que chaque visa a des critères d'éligibilité différents. Donc, il y a des tarifs différents dépendant de la catégorie de visa souhaitée. Donc, voilà. Mais je travaille avec beaucoup de PME et donc, en général, pour commencer, on a une convention d'honoraires qui détaille tous les frais et je réclame la moitié des honoraires au début comme un acompte, si vous voulez, pour commencer à travailler sur le cas et par la suite, le solde juste avant de soumettre le dossier à l'ambassade américaine à Paris. Donc, pour vous donner une idée, pour un E2, c'est un forfait de 5500, tout compris. Et si Sophie, je peux me permettre, nous aussi, on fait des forfaits de temps en temps pour certains projets, notamment les créations de sociétés. Vous verrez qu'en fonction de ce que vous voulez créer, si c'est une société dans le Delaware qui s'installe après en Californie ou dans un autre État, ça sera
je dirais, entre 2000 et 3000 $ si vous avez un avocat qui vous propose un forfait. C'est à peu près les chiffres. Et ça comprend la moitié à peu près de frais d'enregistrement dans les différents États, enfin un peu moins, plutôt un tiers. Donc, c'est très rapide, comme le disait Louis tout à l'heure, et c'est quand même globalement beaucoup moins cher, avec pas de minimum capital social et des frais d'avocat et d'enregistrement qui sont relativement raisonnables. Et si je peux ajouter 2 secondes, pardon. Donc, quand j'ai dit, par exemple, pour le E2, rapidement, c'est 5 500 pour la première demande pour l'investisseur, par exemple. Mais si vous souhaitez après faire venir du personnel de France, le prix diminue. Donc, c'est juste pour la première demande, pour construire tout le dossier, vous guider avec le business plan et tout ça. Et Anne, il y a une question de suivi. Combien faut-il compter pour un contrat de distribution? Alors, ça dépend du secteur, parce que je crois que les gens ne s'attendent pas toujours, comme on disait, qu'il faut tout prévoir dans le contrat. Bon, il est impossible de tout prévoir, mais un contrat de distribution dans un secteur un peu complexe où il y a plusieurs channels de distribution, où il faut gérer l'exclusivité, je dirais que ça faut compter entre 6 000 et 15 000 $ en fonction du temps, parce que les heures passées à comprendre votre business model, à comprendre exactement le premier contrat de distribution sont assez importantes. Donc déjà, pour rédiger un contrat qui fera à peu près entre 15 et 20 pages, ça peut coûter à peu près entre 6 000 et 15 000 $. Tout dépend de la complexité du secteur et du produit. Ça peut être moins cher si c'est très simple. Il y a des produits qui vous permettent de faire quelque chose de très simple, mais c'est rare. Je sais que quelqu'un a répondu déjà dans le chat, c'est peut-être toi, Caitlin, mais pour que tout le monde puisse entendre la réponse, sait-on quand le processing des visas J1 pour les stagiaires et les VIE va reprendre? Malheureusement, nous n'avons aucune visibilité sur ce point-là. L'ambassade américaine à Paris, régulièrement pour se couvrir, écrit sur son site qu'elle ne peut pas donner de temps. Malheureusement, nous n'avons aucune visibilité là-dessus. D'accord. Ok, merci. Oui, c'est dommage pour les entreprises françaises, pour les VIE, et c'est dommage pour nous aussi qui avons toujours des stagiaires J1. Il y a une conversation tout à l'heure dans le chat sur une autre solution dont on n'a pas parlé, c'est le portage salarial. Est-ce que quelqu'un veut en parler rapidement? Non. Vous voulez dire si la personne doit être payée par l'entité américaine nouvellement créée? C'est une autre solution, en fait, pour avoir une présence aux États-Unis sans structure, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je veux juste… Qu'est-ce que vous voulez dire sans structure? Donc, le portage salarial permet en fait d'avoir quelqu'un sur place, mais qui est en fait embauché par une entreprise qui prend en charge tout l'aspect RH. Et je croyais que Kathleen, vous disiez tout à l'heure que la FACC de New York, justement, offre du portage salarial. Peut-être que Kathleen peut nous en… À New York spécifiquement, malheureusement, mais il y a certains chapitres à travers le pays qui le proposent. Donc, vous pouvez trouver tous ces détails sur notre site. Ça risque d'avoir changé depuis COVID. Il y a peut-être un petit mise à jour qui est nécessaire. Mais en tout cas, vous avez tous les détails de contact et vous pouvez contacter votre chapitre local directement. Oui, la FACT de San Diego le fait, on le sait, c'est sûr, ils continuent à le faire, mais je crois qu'il y a d'autres chapitres qui ont peut-être essayé aussi. C'est une solution qui est un peu compliquée aux États-Unis. Donc, pour le moment, il y a une chambre qui le fait sûr, c'est San Diego, et d'autres sont peut-être en train de regarder si c'est possible de le faire aussi. Il y a beaucoup de sociétés professionnelles qui le font par ailleurs, oui. De grosses sociétés, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un portage salarial, c'est un peu comme en Europe, mais c'est toujours différent quand même. L'employeur administratif donc est officiel et donc le porteur, mais vous restez quand même, il y a quand même des précautions à prendre puisque vous allez être responsable. Vous pouvez être responsable quand même, notamment vous devez connaître le droit du travail parce que
cette personne, le porteur salarial ne va pas prendre en charge si vous faites vraiment les choses en méconnaissant le travail, qui est beaucoup plus réglementé en fait qu'on ne le pense aux États-Unis en France, parce qu'on a souvent l'idée en France que le droit du travail américain est simple. Mais quand vous faites du portage salarial, ne déléguez pas trop, je dirais, la responsabilité de votre conformité au porteur salarial. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations de conflit avec les salariés quand même. Et donc, c'est important que vous connaissiez les règles de temps de travail, les règles de congé, etc. Parce que vous ne vous attendez pas toujours à ce que le porteur s'en occupe pour vous. Et que donc, je dirais de faire attention. Ça peut être une opportunité, mais de faire bien attention à connaître le système. Et j'ajouterais là-dessus que les règles changent en fonction de l'État. Il n'y a pas vraiment une politique nationale qui peut être compliquée à naviguer. Donc, ça, c'est l'avantage principal du portage salarial. Aussi, pour rebondir sur ce que Anne, tu as dit, je pense au début, le fait que les salaires sont plus importants aux États-Unis, c'est aussi dû au fait que beaucoup des frais sont à la charge de l'employé et pas l'employeur. Pour la retraite, pour la santé, par exemple, le coût de la vie peut être plus important à New York et San Francisco, par exemple. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Tout à fait. D'un point de vue d'immigration, le portage salarial n'est pas absolument obligatoire pour un E2, par exemple. Mais pour le E2, il faut absolument démontrer que vous, vous souhaitez contribuer à l'économie américaine. Donc, s'il n'y a pas de portage salarial, il faudrait impérativement embaucher des travailleurs américains sur place. Autre question sur les visas. Pour les visas EB5 dans un centre d'investissement, que conseillez-vous? Je ne traite pas les demandes de EB5 parce que c'est une catégorie de visa qui a beaucoup de fraude, mais je vous conseillerais de faire vos recherches pour un Regional Center, justement, qui a un investissement qui semble fiable parce que ce que je peux vous dire, c'est que vous devez mettre votre argent en escroc et vous n'allez pas pouvoir toucher cet argent pendant au moins 2 ans et vous n'avez aucune garantie de recouvrir votre investissement. Donc, il faudrait faire vos recherches par rapport à un Regional Center. Voilà, je pourrais vous mettre en relation avec des avocats qui traitent ce type de demande si vous le souhaitez. Oui, j'ai vu que vous avez déjà un peu répondu, mais est-il possible pour une entreprise française de construction de répondre à un appel d'offres public américain? Je ne vois pas pourquoi pas. C'est simplement que après, évidemment, ça complique les choses si ces Français-là doivent venir aux États-Unis contribuer à la construction. Faudrait après ça, aujourd'hui, avant que pendant cette crise sanitaire, oui, il est possible, mais après, il faudrait trouver des travailleurs américains pour satisfaire le contrat, sauf si ça contribue à l'infrastructure critique des États-Unis. Oui, pour rebondir sur ce que dit Sophie, je ne pense pas qu'un projet entier puisse être directement pris en charge sans avoir des salariés sur place. Mais si, par exemple, vous faites partie d'un projet, vous êtes sous-traitant, et ça, je l'ai déjà vu, français, pour un projet important de construction, que ce soit dans le gaz, toutes l'énergie, ça arrive fréquemment que les Français soient des fournisseurs dans le cadre de projets de construction, mais souvent le donneur d'ordre est lui-même déjà sur place aux États-Unis. Ça va être difficile d'être un donneur d'ordre si vous n'avez aux États-Unis, si vous n'avez aucune présence sur le territoire. Donc oui, en théorie, mais vous n'allez pas obtenir l'appel d'offres, à mon avis, sauf si vous êtes vous ne faites que partie du projet, vous êtes un sous-traitant.
Anne, on a eu plusieurs clients qui ont répondu, qui étaient des entreprises françaises qui n'avaient aucune présence aux États-Unis, qui ont répondu à des gros appels d'offres aux États-Unis. Il y en a un, c'était la restauration de la Statue de la Liberté, l'autre, c'était la rénovation de la gare à Washington. Et alors, c'est exact ce que disait Anne, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie d'un des corps de métier. Ce n'était pas eux seuls, ils faisaient une partie bien précise. Mais dans ces deux cas, par exemple, ils ont gagné. Donc, il y en a une entreprise, c'était, pour ne pas les mentionner, les métalliers champenois. Ils ont refait toute la métallerie dans la Statue de la Liberté, mais ça les a amenés, ça les a forcés, lorsqu'ils ont vu, c'était un contrat énorme, qui sur plusieurs années, ça les a forcés d'établir. Ils ont créé une société aux États-Unis, ils ont envoyé des employés de France. Ensuite, ils ont bien réussi aux États-Unis sur cette base. Mais donc, oui, mais il faut faire attention, c'est compliqué. C'est pas, il va falloir, si vous allez envoyer des gens en France, il faut préparer, il faut réfléchir comment vous allez vers ça. Il nous reste quelques minutes si vous avez encore des questions. Sinon, on peut conclure. Je crois que non, c'est fini, je crois. Merci beaucoup, beaucoup à nos participants. Merci pour vos questions. Ah, et peut-être une dernière. Non, merci. Et merci beaucoup à nos panélistes, Anne-Sophie, Louis. Merci beaucoup. Et merci à Caitlin d'avoir partagé cette organisation avec moi. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à consulter le site des FACC des États-Unis. Et je pense que vous recevrez nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider. Bonne journée ou bonne soirée selon votre créneau horaire et à très bientôt.